De plus en plus, l'ordinateur et plus encore le smartphone sont en train de devenir des prothèses humaines, des prothèses qui nous relient au réseau des intelligences et qui deviennent indispensables dans l'essentiel des activités humaines. On pourrait ainsi parler de premier pas vers la robotisation de l'homme. Mon invité est lui encore plus affirmatif, il franchit le Rubicon. Aujourd'hui, nous sommes déjà tous des robots, affirme-t-il. Bonjour Olivier Levard. Bonjour. Alors vous avez écrit Nous sommes tous des robots aux éditions Michelon. J'ajoute que vous êtes producteur, conférencier et professeur de journalisme. Et vous êtes parti à la rencontre de tous ceux dans le monde qui inventent, qui conçoivent ces gadgets, qui nous transforment progressivement en robots. Alors pour commencer, vous avez rencontré l'un d'eux, Phil Libin, l'inventeur du bloc-notes numérique Evernote. Et lui, il explique que notre cerveau, il a déjà muté. Et d'ailleurs, vous avez repris ce terme de cerveau qui a déjà muté comme titre d'un de vos chapitres. Alors expliquez-nous cela. Oui, alors Phil Libin, c'est Evernote, c'est une appli en fait que chacun peut avoir sur son smartphone qui permet de stocker des informations dans le cloud, dans Internet. C'est une appli qui cartonne et qui illustre un petit peu ce que change le cloud et Internet dans nos vies. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker des informations dans notre cerveau, ce que faisaient par exemple nos parents, donc on voit que c'est une évolution avec les numéros de téléphone. Très rapide avec les numéros de téléphone. Ce que je raconte comme anecdote dans le livre, c'est que j'ai toujours été impressionné par le nombre de numéros de téléphone que ma mère était capable de retenir, alors que moi j'en oubliais jusqu'au mien. Et voilà ce que dit Phil Libin, qui bien sûr a beaucoup de recherches sur ces questions-là, c'est que on connaît évidemment l'évolution darwinienne, c'est-à-dire que l'homme, avec un gros H, évolue très doucement, l'humanité évolue très doucement, en tout cas physiquement. Et aujourd'hui, avec l'incroyable accélération de la recherche et du progrès technique, cette évolution darwinienne physique laisse place à une évolution technologique, mais qui change y compris notre propre corps, car quand on a des outils comme Google, Wikipédia et Evernote, on ne réfléchit plus pareil, et notre cerveau, c'est en tout cas ce dont Phil Libin est persuadé, et ce que les travaux de certains neurologues tentent à prouver, évolue très rapidement à l'échelle d'une génération. Qu'on a moins besoin, par exemple, de la mémoire. Ouais, et je suis assez convaincu par toutes ces théories-là, parce que quand je vois mes petits-neveux et nièces de 3 ans utiliser un iPad, je me rends compte que leur rapport au tactile, alors que moi qui suis quand même un geek absolu, est déjà plus évolué que le mien. Je me rends compte que la vitesse avec laquelle ils jonglent entre des applications iPad, c'est tellement natif chez eux, puisqu'ils ont été élevés avec cette technologie à un moment où leur cerveau se construit, que déjà à l'échelle d'une très courte génération, eux sauront faire des choses avec le tactile et imagineront des produits tactiles que moi, par exemple, je serais incapable d'inventer. Alors je voudrais qu'on en revienne à ce concept de prothèse que j'évoquais en introduction. Vous soulignez dans votre livre que les outils se rapprochent progressivement du corps. On est passé du PC au laptop, au smartphone. Alors la prochaine étape, c'est le wearable computing, l'informatique corporelle. On entend beaucoup parler en ce moment de bracelets, de montres numériques. On entend beaucoup parler de Google Glass. Qu'est-ce qui va s'imposer selon vous? Alors déjà, ce que vous dites, on peut le prouver physiquement, c'est-à-dire que je crois qu'en 10 ans, vous voyez là mon téléphone est éteint, pourtant il est à côté de moi et sinon je serais totalement angoissé. Même physiquement, on n'arrive plus à se passer de ces devices, c'est le mot barbare américain qui désigne tous les objets technologiques. Les devices se rapprochent physiquement de plus en plus de notre corps, donc il y a celui-là qui me touche presque et que je dois consulter 60 fois par heure. Et ce qui vient après, c'est ça. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus basique, hein. C'est ce qu'on appelle un bracelet connecté qui mesure tout ce que je fais. Donc qui mesure mon sommeil et qui mesure par exemple les pas quand je me suis rendu. Les calories brûlées. Ici, les calories brûlées. Ouais. Ça va aller beaucoup plus loin et très vite. C'est-à-dire que la vocation de cette révolution, c'est tout simplement que ça soit là ou que ça soit là. C'est-à-dire que ce sur quoi planchent les Google, les Samsung et autres Apple, c'est comment rendre le smartphone compatible avec notre vie actuelle. C'est-à-dire, c'est là-dessus que j'ouvre le livre. Aujourd'hui, le smartphone est inadapté. On est tout le temps en train de le consulter, alors que ce n'est pas naturel de marcher dans la rue comme ça. Il y a beaucoup de critiques qui disent qu'on ressemble à des zombies. Au début du livre, je raconte des anecdotes où des gens tombent dans l'eau sur un quai de métro, tellement ils sont happés par Facebook
le dernier mail qu'ils ont reçu. Et en fait, le smartphone est appelé à tomber en désuétude dans les prochaines années. Il va évoluer. Alors, chacun y va de son hypothèse et de son produit. Les plus impressionnants aujourd'hui, pour moi, c'est clairement Google. Les Google Glass, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas à cette génération, c'est quand même l'avenir. Enfin, c'est une piste de réflexion très intéressante. Alors, on entend beaucoup que c'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire que ça modifie la réalité. Ce n'est pas tout à fait vrai. La meilleure définition des Google Glass, c'est ça. C'est tout simplement que j'ai en permanence une forme de smartphone sous les yeux. Alors, je vous rassure, c'est beaucoup plus petit que ça. Oui, effectivement. Et il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent sur ce marché-là. L'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on veut avoir de la notification permanente, que ce soit du Facebook, du mail. On voit comment Android et le système d'exploitation de l'iPhone, iOS, évoluent vers la notification. Du coup, ce qu'on voudra, c'est avoir en permanence sous le regard aussi bien des choses, des éléments sur mon activité qui seront mesurés par ce genre d'objet, et aussi les derniers mails, les derniers statuts Facebook, on sera toujours connecté. Pourtant, aujourd'hui, je comprends bien ce que vous voulez nous dire, mais on a l'impression qu'on est dans un espèce de faux plat en termes d'innovation. L'iPad, il a déjà 5 ans, alors comment l'expliquer? Est-ce que finalement, il n'y a pas un problème de demande du côté des clients? La demande est là si on crée le produit génial. Je crois que c'est Steve Jobs qui le disait, il l'a prouvé plusieurs fois. En fait, il y a deux recherches chez les géants high-tech. Il y a la recherche de l'année prochaine pour faire un Galaxy S6 à la place d'un Galaxy S5 et un iPhone 7 au lieu d'un Oui, c'est iPhone 6. finalement une course à la taille de l'écran, à la C'est puissance du vital si processeur. vous voulez continuer à faire vos énormes volumes et avoir des articles dans la presse geek et donner envie aux gens de changer de téléphone. Alors, il ne faut pas la dénigrer, on a des écrans. Quand je regarde mon iPhone 1 et voilà, le Nexus 5 de Google, par exemple, l'écran, on fait des progrès de géants. Les processeurs, c'est pareil, ça permet d'avoir des logiciels. Il y a plein d'applis qui existent aujourd'hui qui n'auraient pas pu exister il y a 5 ans pour des questions simples de puissance de calcul. Après, la vraie recherche, au sens celle qui émerveille et qui va nous faire changer d'air, c'est voilà, des produits un peu plus bizarres auxquels beaucoup ne croient pas vraiment, qui sont les bracelets connectés, les Google Glass, et puis à terme, j'en parle pas beaucoup dans le livre, les implants dans le corps. Oui, mais ça avance aussi, c'est plus lent. Est-ce que ce prochain bond, il ne va pas venir du côté de la santé, dans le domaine de la santé? On entend beaucoup parler de WeThings, des balances connectées, hein, c'est un peu une fierté française. Vous écrivez aussi qu'on croiserait de plus en plus de spécialistes du fitness chez Apple. Quel est votre pronostic? Quel va être le rôle de la santé dans les prochaines innovations? Ça arrive très vite. Ça arrive en ce moment. Samsung, donc dans son nouveau vaisseau amiral, le S5, met beaucoup d'éléments de santé. On peut, comme faisait WeThings avec un petit capteur, mesurer son pouls en mettant son doigt à l'arrière de l'appareil. Il y a évidemment les capteurs d'empreinte digitale. Des capteurs qui vont devenir souples. Voilà. Et alors, ce qui va être le vaisseau amiral de cette nouvelle vague, c'est sans doute Apple qui va sortir cette année. C'est un peu un secret de polichinelle, mais une montre connectée. On sait que cette montre va arriver avec beaucoup d'applications santé. Il y aurait même une sorte de carnet de santé virtuelle, un Health Book qui viendra avec ça. Et un certain nombre de rencontres d'Apple avec les autorités de santé américaines ont fuité. Donc ça va être sans doute le grand tournant et c'est dès cette année. Olivier Levard, je suis obligé de vous poser la question pour terminer. Toutes ces données qui vont être collectées par ces différents objets, elles vont remonter, elles vont être contrôlées par des grands groupes, Apple, Samsung, on l'a évoqué. Est-ce que c'est une source de crainte? Je voudrais citer Julian Assange, fondateur de Wikileaks, que vous citez dans votre livre. L'avancée des technologies de l'information telle qu'incarnée par Google annonce la fin de la vie privée pour la plupart des êtres humains et entraîne le monde vers le totalitarisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors là, on n'est plus dans la high-tech, on est dans un vrai débat philosophique. Ce qui est intéressant, c'est que Julian Assange a rencontré très récemment Eric Schmidt, qui est un des grands dirigeants de Google, à qui j'avais posé directement la question, Eric Schmidt, est-ce qu'on a encore droit à une vie privée? Il avait tenu des propos qui avaient fait polémique sur ce sujet-là. Évidemment, aujourd'hui, il est même un peu un défenseur de cette vie privée. Je crois que le sujet, ça va être à quelle entreprise, à quel service je donne mes données. Aujourd'hui, on a tendance à donner nos données en échange du meilleur service. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. C'est au consommateur de faire l'arbitrage finalement. Exactement, c'est Facebook. Si je considère que Google a le meilleur mail, je leur donne mes données de mail. Si je considère que Facebook a le meilleur réseau social, je leur donne mes données sans trop regarder. Je crois que ça va changer, c'est-à-dire je souhaite qu'il y ait plus de concurrence, notamment dans le réseau social par exemple, et que les entreprises vertueuses
soit remerciés par le marché, tout simplement, parce que j'avais écrit une tribune qui s'appelait Vers un business de la confiance pour le think tank Futur Numérique. Ma conviction, c'est que les vertueux, ceux qui traiteront bien les données de leurs utilisateurs, réussiront. Et pour troller un peu, je dirais que ce ne sera pas le cas de Facebook, puisque c'est une entreprise qui se comporte très mal avec les données de ses utilisateurs. Nous sommes tous des robots. Comment Google, Apple et les autres vont changer votre vie et votre corps? Une enquête aux éditions Michelon. Olivier Levard, merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci beaucoup.